ne vais pas revenir sur les propos de mon confrère et frère de combat, Dominique Bounouzuka, et que j'apprécie beaucoup et qui ont été brillants et qui m'ont fait penser un peu à la théorie de la Oumma dans le droit musulman. Simplement, un certain nombre de quelques observations, 4 observations rapides pour donner mon expérience pratique et théorique de la production collective de normes pour ce qui concerne ce que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire les sociétés post-esclavagistes caribéennes et singulièrement la société guadeloupéenne. Alors, Dominique, je vais faire le lien avec ce qu'il a dit. Il a dit effectivement que le droit colonial avait promu cette idée dans la société bourgeoise d'individualisme, notamment caractérisé à la Révolution française avec l'intervention des droits subjectifs et la promotion de l'individu au sein de la famille, puisque un certain nombre de concepts du droit ancien disparaissaient, notamment le droit de l'aînesse, c'est-à-dire que dans chaque famille, chacun avait vocation à hériter, c'était une des conséquences de l'immatrice infiliale. Je voudrais préciser tout de même que les sociétés post-esclavagistes, en tout cas les sociétés post-Code noir, puisque l'esclavage n'a pas disparu après le Code noir, ces sociétés ont quand même réussi à sauvegarder un certain nombre d'institutions qui nous viennent de la matrice africaine et qui ont permis de survivre. La survie n'a pas été que parce que l'esclave a été nourri et accompli des travaux de champ et des travaux mécaniques, mais parce qu'il a eu des éléments spirituels. Dans ces éléments spirituels, il y a des institutions que je qualifierais de 3 ordres, des institutions à caractère anthropologique, des institutions à caractère artistique et des institutions à caractère spirituel. Je vais prendre, pour synthétiser, puisqu'il m'a été demandé d'aller d'un pas rompre, je vais prendre 2 exemples. C'est la question des luttes sociales en Guadeloupe et la question des luttes culturelles. Alors, sur le plan des luttes sociales, effectivement, pendant très longtemps, nous avons été dans une situation où on a fait croire, effectivement, que les luttes sociales ne pouvaient avoir comme support juridique que le droit colonial, qui est un droit d'importation, puisque c'est un droit qui vous disait comment demander, réclamer vos droits en tant qu'ouvrier, comment les faire triompher, comment les faire triompher dans les négociations, comment les faire triompher dans les tribunaux. Et cela était caractérisé par le fait que les organisations qui étaient à la base de ces combats étaient des organisations qui elles-mêmes, dans leur principe théorique, relevaient une importation de structures qui étaient des structures coloniales, qui avaient leur siège à Paris. C'était l'époque où les syndicats, en fait, étaient en réalité des centrales syndicales qui avaient leur siège à Paris. Donc, vous avez par exemple des syndicats qui étaient la section guadeloupéenne de la CGT France, section guadeloupéenne de Fraternité Ouvrière France. Et donc, il y a eu, au fur et à mesure du mûrissement des consciences, un accomplissement dans les consciences qui a fait qu'à un moment donné, la communauté nationale, les communautés nationales en Martinique et en Guadeloupe, mais je parlerai de ce que je sais que je connais le mieux, celle en Guadeloupe, a pris conscience que la traduction des aspirations de chaque homme en ce qu'elle pouvait avoir d'obligatoire, c'est-à-dire le fait qu'on pouvait réclamer des droits qui étaient effectifs, que ces droits devaient aboutir à une effectivité, à une réalité. Cette réalité, elle devait être le fruit d'un combat, non pas d'un combat seulement juridique, mais d'un combat également pratique. Ce combat pratique ne pouvait se faire que dès lors qu'on avait recours à des institutions propres à chaque communauté nationale pour les faire triompher. Alors, ça s'est traduit par quoi? Par l'utilisation d'outils conceptuels qui sont des outils de la communauté nationale collective, des outils familiaux. C'était quoi? C'était d'abord faire en sorte que l'exposé des luttes à mener
se fasse non plus en langue française, mais en langue créole. En martiniquais, je ne vais pas dire en créole, aussi en martiniquais, en guadeloupéen, en guyanais. C'était faire en sorte aussi que les méthodes de lutte soient des méthodes, bien sûr, qui épousent la réalité, mais qui soient aussi des méthodes pratiques, qui épousent des institutions culturelles propres. Alors, tu as parlé des sculptures martiniquaises. Il y a eu en Guadeloupe le coup de mai, mais qui a été, à partir des années fin années 60 jusqu'aux années 1980, une forme de combat qui était un combat qui permettait, sous forme de coup de main, l'occupation des terres et une forme de lutte qui était une lutte à caractère de voisinage a été érigée en lutte collective pour le pays et on est passé du coup de main du village au coup de main national. Et surtout, ça me permettra de faire la transition avec les méthodes de lutte à caractère anthropologique, les institutions anthropologiques, c'est l'usage de la musique pour effectivement faire en sorte que on puisse magnifier tout ça et rendre tout ceci effectif. Il fallait en quelque sorte que l'institution puisse épouser des normes culturelles qui soient celles de la communauté nationale guadeloupéenne. Ça a été notamment la découverte et au sens de la prise de conscience du rôle joué en Guadeloupe par le ROCA. Le ROCA qui en Guadeloupe n'est pas seulement un instrument, n'est pas seulement un chant, mais le ROCA qui en Guadeloupe est un mode de vie instituant. C'est-à-dire qu'à travers le ROCA, il y a une institution des personnes comme étant des personnes humaines, puisque vous savez que le ROCA existe déjà à l'époque du Code Noir. Il est d'ailleurs, on le voit à travers la rédaction de l'article 16 du Code Noir. Et c'est aussi une façon de transmettre, puisque le ROCA, à travers sa façon d'être joué, sa façon d'être chanté, sa façon d'être raconté, eh bien, c'est une façon de faire l'école, de transmettre des valeurs et des connaissances. Et donc, cet ensemble d'institutions va aboutir, d'une part, à la découverte de normes et à la création de normes. Découverte de normes parce que, évidemment, lorsque vous avez des luttes sociales, il n'y a pas que ceux qui sont concernés par les luttes au premier chef qui vont intervenir dans les luttes sociales. Il y a ceux qui accompagnent ces luttes sociales et qui sont tout aussi importants que le dirigeant syndical, que celui qui accueille le meeting, que celui qui chante. Il y a un personnage très connu en Guadeloupe, que l'on retrouve au centre de ces luttes sociales et qui n'est pas forcément un leader syndical, mais qui est un très grand poète, c'est le plus grand poète guadeloupéen du ROCA sans doute, c'est M. Robert Loison, qui dans ses chansons épouse toute la construction et l'accomplissement du mouvement national guadeloupéen, notamment chaque cathédrale, c'est-à-dire la solidarité entre voisins. Trois péchés vers le moule, il explique comment la vie des pécheurs est difficile et qu'elle peut se traduire quelquefois par un trépas conjugal. Vous avez ensuite toute la mythologie aussi autour effectivement de chansons qui mettent en scène des personnes dont on ne sait si elles sont hommes ou bêtes, mais en fait, ça c'est une métaphore du traître. Le traître qui a le visage humain, mais qui peut être autre chose. Et vous avez aussi Robert Loison, qui d'ailleurs va naître en 1929, et va mourir en 1989. 1928, pardon, il naît année du cyclone 28, il va mourir en 1989, année du cyclone Hugo. Vous avez un chanteur qui est contemporain, Guy Conquête, qui va chanter à travers Ben Bicho, qui va chanter aussi La Guadeloupe Malade, qui va être quelqu'un qui va porter spirituellement ses valeurs en faisant en sorte de participer à cette idée de ROCA comme étant champ de valeurs et champ civilisationnel qui est instituant et qui est institué aussi par les luttes sociales. Alors, c'est intéressant parce que vous avez deux personnages. Un se situe dans le champ des luttes plus ou moins rural, c'est Robert Loison, et qui est très souvent sollicité par les organisations telles que l'UPLG ou l'UTA. Et vous avez, parmi d'autres, je parle des plus symboliques, pas parler du ROCA, il faudrait plusieurs années pour le faire. Une soirée, c'est
misérable pour le faire, mais je donne des exemples. Et vous avez Guy Conquête qui, lui, plus appartient à la zone urbaine, c'est-à-dire, c'est Bémaro, Japon, mais qui va chanter bien qui est plus dans le chant urbain. Et vous avez un troisième personnage qui, lui, est carrément génie de la musique et militant, c'est Gérard Loquel. Gérard Loquel qui, lui, va partir du Rouka, va jouer avec les plus grands jazzman du monde, va revenir en Guadeloupe et va créer le Rouka moderne et qui est l'auteur du chant de l'hymne national de la Guadeloupe, c'est-à-dire Guadeloupe, pendant le chant que tout le monde chante. Et qui va également participer à la fabrication du drapeau guadeloupéen que vous voyez partout. Un des inventeurs de ce drapeau, c'est Gérard Loquel. Donc vous voyez, tous ces gens-là vont en quelque sorte créer de la norme à partir, bien entendu, de présupposés idéologiques. Bien sûr, il y a l'influence marxiste, mais qui vont beaucoup aussi prendre dans le champ anthropologique guadeloupéen, le champ anthropologique africain, pour créer de la norme. Le drapeau guadeloupéen, aujourd'hui, que vous voyez, est créé notamment par cet homme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous le voyez partout. Il est semé partout. Il est porté par des gens qui ne sont pas forcément indépendants, mais qui se reconnaissent en tant que tels. Et par ailleurs, il y a un élément intéressant également, c'est le cheminement du Rouka, qui au départ était musique à vinaigre, qui a toujours été une musique qui avait un caractère familial, puisque c'était un caractère en fait, j'ai entendu d'après ce qu'il a dit, d'humanité, c'est-à-dire de société humaine, la seule forme que devrait avoir une société d'ailleurs, et qui va ainsi, en étant arc-bouté sur lui-même, puisque c'est un étang, le Rouka est un étang, c'est-à-dire un absolu, qui va charrier également à la fois les luttes sociales, mais qui sera utilisé par les luttes sociales pour arriver jusqu'à nous. Et aujourd'hui, ceux qui jouent au Rouka, ce ne sont pas forcément les militants, les Mounavinègres, mais le Rouka est aujourd'hui devenu un élément de la culture nationale guadeloupéenne qui est effectivement aussi instituant, parce que même ceux qui ne se reconnaissent pas comme anticolonialistes, ou comme panafricains comme nous, comme enfants d'Afrique comme nous, comme africains comme nous, sont des gens qui reconnaissent le Rouka, à tout le moins, le trait de marqueur culturel. Alors je ne voudrais pas non plus finir mon propos sur l'aspect culturel, je vais très rapidement, sans parler du chant du Rouka en matière littéraire. Je suis venu avec mon ami frère Patrick ici, qui est au fond dans cette salle, le monsieur au fond là, qui a des lunettes et qui est un peu dubitatif, qui est également un poète, dramaturge, et qui a écrit avec moi un manifeste qui synthétise un peu nos recherches sur le Rouka, qu'on appelle Manifeste Moni Monan. Moni Monan, c'est une chanson créée par Robert Loison qui dit « C'est comme ça, oui, Congo, pas connaître, parler français. Pas connaître, parler français, on peut parler Moni Monan. » Mais cette chanson-là, en fait, elle dit comment le Congo, le nègre boussal guadeloupéen, a déjà, quand il arrive ici, l'idée de survie, l'idée qu'il reste arrimé à sa condition. Il joue avec le système, mais il souhaite rester arrimé à sa condition puisque malgré les privations, malgré les coups, malgré les sanctions, il conserve sa culture Rouka. Il conserve, dans le créole, il conserve sa structure grammaticale et lexicale africaine. Et avec les 7 rythmes du Rouka, qui chacun peut se jouer pratiquement de cette façon différente, il va réussir à conserver pratiquement 21 rythmes qui, pour beaucoup, ont des correspondances en Afrique. Et ce Rouka est tellement structurant que nous allons arriver à force de recherche à en faire une théorie qui va nous permettre de faire du théâtre, d'écrire des romans, d'écrire des essais. Une des expériences pratiques, c'est Poetica, festival de poésie de Rouka que nous avons, qui désigne à la fin de troupe. Et cette façon de structurer la littérature vivante, c'est-à-dire le théâtre, et la littérature écrite, fixée, le roman, les essais, à partir d'une structuration esthétique et formelle et fondamentale fondée sur le Rouka, des pièces de théâtre avec 7 chapitres, comme les 7 du Rouka, des romans avec 7 chapitres, une façon de raconter l'histoire sur une rythmique qui peut être celle du Tumblak, du Mendé, du Gras, du Pajambel, etc., etc. Et notamment la mise en scène théâtrale de chants d'auteurs de Rouka guadeloupéens que nous avons fait sur plusieurs années. Alors, dernier élément,
que je voudrais dont je veux parler, c'est, à part ces aspects-là, c'est l'élément de droit social. Et je suis très content parce que je suis à côté de deux éminents combattants de cette matière. Et vous avez récemment, avec les mouvements qui ont eu lieu en 2009, vous avez une illustration parfaite du processus de création normatif qui peut être étranger et qui peut être découplé avec effectivement la production coloniale du droit. Vous avez dans nos pays un droit importé, un droit d'importation. On importe des marchandises, on importe des voitures, on importe des automobiles, on importe des vêtements, on importe des manières de penser et de vivre, mais on importe aussi du droit. Ça a été parfaitement expliqué, je ne reviens pas dessus. Et bien mieux que moi-même. Simplement, cette importation du droit n'a pas réussi à réduire, à anéantir, à réifier les notions de droit que nous avons conservées de l'Afrique, c'est-à-dire la solidarité, l'amour de la famille, la création familiale extra-étatique, puisque la famille, c'est une somme d'individus instituée par le droit français, le droit de la famille, comme l'a dit Dominique. Mais chez nous, la famille, c'est bien entendu papa, maman, cousin, mais c'est l'enfant qui est recueilli par la famille. C'est l'enfant qui fréquente la famille, puisque celui qui est à mes côtés, Germanie, quand il vient chez moi, quand il vient ici, souvent il dort chez moi, il dort chez mon père. Et je dis la vérité, il appelle mon père papa. Quand j'encontre sa mère en Martinique, je l'appelle maman. Donc c'est ça la famille aussi, c'est une projection de catégories qui ont été segmentées par le droit colonial. C'est un redéploiement qui n'a pour limite que ce que les Blancs appellent droit pénal, ce qu'on dit qu'on a évitation pour les seconds ce matin, procès, sympathie, la sympathie qu'on a pour autrui, la victime, l'empathie. Le grand mot empathie, en fait, pour moi, c'est un mot civilisationnel qui veut dire c'est exceptionnel. On dit vous n'avez pas d'empathie pour la victime, mais parce que c'est une dérive, c'est une perversion issue d'une manipulation génétique qui nous a fait croire que l'individu était un homme. Mais la vraie norme, c'est l'empathie. Et le mot ne devrait même pas exister. En fait, faire preuve d'empathie, c'est être humain. Et cette humanité, c'est intéressant parce que l'absence d'empathie, ou l'empathie comme modèle exceptionnel, a fait que le droit positif a été totalement segmenté et a été anesthésié. C'est comme un repas sans épices. Or, très rapidement, en réalité, le droit est là pour transcrire les rapports sociaux. Ainsi, par exemple, nous avons un exemple très concret dans le protocole d'accord de fait de conflit du 4 mars adopté par le LKP. En fait, vous avez deux textes. Vous avez un texte qui a un caractère contractuel, par une technique que Georges Germani connaît bien, et vous avez un texte qui a été étendu par le ministère des Affaires du Travail en France. Le texte d'origine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà ce que le LKP et les différents signataires ont décidé, mais il y a un préambule dans ce texte. Et ce préambule du texte négocié par les syndicats qui, pour ceux majoritaires, sont des syndicats qui ont des luttes sociales à caractère anthropologique. Ce texte-là, dans son préambule, il dit que, considérant que les rapports de la Guadeloupe sont issus d'une société de plantation. Donc, il dit que ce préambule sollicite que la dimension d'empathie, la dimension d'humanité, doit être celle qui va conduire à être le maître de l'interprétation du texte. Toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir dans le texte, toutes les incorrections, toutes les stories doivent être interprétées à l'aune de la primauté de la règle de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? On a négocié des heures. Patrick m'a rappelé quand on est venu ici que dans une négociation qui a eu lieu en février, début février 2009, nous sommes restés à négocier pratiquement une nuit entière. Notez que cette nuit-là, tous les grands artistes ont constamment, sans arrêt, de 19h à 6h du matin, joué au Rouka. Le Rouka ne s'est jamais arrêté. Pendant toute la négociation, la rédaction du texte, le Rouka a toujours continué.
et nous a servi de fil conducteur dans la lutte. Eh bien, quand le texte arrive en France, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le rapport de France étant, on a consacré le protocole d'accord, sauf que le protocole d'accord portant le nom de Bino, mon ami d'enfance, décédé malheureusement au cours de ces événements, il a été amputé son préambule. Pourquoi, à votre avis? Parce que ce préambule est une arme. Ce préambule est une arme qui est la trace du crime juridique qui a consisté par le code noir et les textes subséquents à nous atrophier de ce que nous étions. Donc je dis, messieurs, nous quelques savoir ce qu'ils ont dit, il faut soulever pour le moment. Par contre, pas question de créer un précédent en laissant le préambule tel quel qui rappelle les rapports de plantation. Malheureusement pour eux, il faut savoir que lorsque le texte a été étendu en tant qu'accord collectif, il avait déjà été adopté par beaucoup d'entreprises. Donc beaucoup d'entreprises guadeloupéennes fonctionnent aujourd'hui avec l'accord Bino, mais d'origine. L'accord Bino d'origine qui comprend le préambule qui renvoie à la matrice anthropologique de ce que nous sommes. Et c'est ainsi que, je répète et je n'aurai terminé, une chose. Première chose, il n'y a pas de société humaine, visitant, sans spiritualité, sans quelque chose qui nous dépasse. Il n'y a pas de spiritualité en Guadeloupe sans Afrique. Je ne suis pas né en 1848. Moi, je suis né depuis l'époque des pharaons. Je suis né depuis là. Et je suis ces gens-là. Je suis toute cette accumulation, mais je suis aussi beaucoup ces gens-là. Et troisième élément, pour ce qui concerne la Guadeloupe, la production juridique à travers la résistance esthétique, culturelle, portée essentiellement, pas seulement, mais essentiellement par le Roca, a fait en sorte que nous puissions sécréter des normes qui ne sont pas celles uniquement de la métropole coloniale, mais qui sont des normes à caractère national.